Le 25 septembre, le président russe Vladimir Poutine a évoqué les changements apportés à la nouvelle doctrine nucléaire russe tant attendue. Il a noté que la mission nucléaire s'étend et a souligné de nombreux changements par rapport à la précédente doctrine de 2020. Bien que la doctrine elle-même n'ait pas encore été publiée, les commentaires du président russe surviennent pour éclaircir le document déjà existant sur les questions nucléaires selon lequel il existe une base pour une guerre nucléaire. D'autres responsables russes, tels que le vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Ryabkov, a déclaré début septembre que la Russie mettait à jour sa doctrine nucléaire en réponse à l'intervention occidentale dans l'escalade de la guerre en Ukraine. Il sera important de vérifier, et bien évidemment, les commentaires de président Poutine par rapport au document de doctrine chaque fois que celui-ci sera publié. Mais le moment choisi pour le discours du président russe et les changements qu'il a annoncés indiquent que la Russie s'appuie de plus en plus sur les armes nucléaires pour tenter de contenir l'aide occidentale à l'Ukraine. La dernière doctrine russe est constituée de principes fondamentaux de la politique d'État de la Fédération de Russie dans le domaine de la dissuasion nucléaire pour 2020. Le document souligne l'importance de la dissuasion nucléaire pour garantir la, je cite, souveraineté et l'intégrité territoriale de la Russie. Il a également défini 4 conditions dans lesquelles la Russie utiliserait des armes nucléaires, notamment recevoir des renseignements sur une attaque de missiles balistiques imminente, l'utilisation d'armes nucléaires ou d'autres armes de destruction massive contre la Russie et ses alliés, les attaques contre les infrastructures russes de commandement, de contrôle et de communication nucléaire, et une attaque contre la Russie à l'aide d'armes conventionnelles qui menaceraient l'existence même de l'État-nation russe. La doctrine souligne également l'importance des armes nucléaires pour empêcher l'escalade des hostilités et leur cessation dans des conditions acceptables pour la Fédération de Russie et ou ses alliés. Ces formulations, ainsi que le discours dans les cercles de défense russes, suggèrent que la Russie s'appuierait sur ses armes nucléaires non seulement lorsque la survie de l'État était menacée, mais également lorsqu'elle mène déjà une guerre conventionnelle et chercherait à contraindre ou à intimider un ennemi. Depuis le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine le 24 février 2022, la Russie rappelle régulièrement son droit à l'utilisation de sa triade nucléaire en cas de danger existentiel la menaçant. Au cours des 6 derniers mois, seulement, la Russie a mené des exercices militaires impliquant des armes nucléaires tactiques avec la Biélorussie et a pris la mesure sans précédent d'annoncer ces exercices au public russe. En outre, la Russie a retiré sa ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires en 2023. Et le vice-ministre des Affaires étrangères, Ryabkov, a déclaré plus tôt ce mois-ci que la Russie était entièrement prête à reprendre les essais nucléaires si nécessaire. Le 26 mai, sur des exercices militaires russes faisant intervenir des armes nucléaires tactiques, un drone ukrainien est parvenu à frapper une station radar d'alerte avancée, Voronezh M, située dans la ville d'Orsk, dans la région d'Orenbourg. Une cible qui se trouvait près de 1800 km. Le système en question permet de détecter les missiles balistiques et de croisière en cas d'attaque nucléaire extérieure. Un autre système russe d'alerte précoce dédié aux armes nucléaires a été également endommagé lors d'une attaque d'un drone ukrainien dans la nuit du 23 mai. Des photos prétendument des dégâts subis au niveau de l'installation située dans la ville d'Aramvir, dans le sud de la Russie, ont été publiées sur les réseaux sociaux. Le radar russe à Aramvir serait capable de repérer
des armes nucléaires à une distance de 6 000 kilomètres. Ce radar est chargé de surveiller l'espace aérien au-dessus de la Crimée et du sud-ouest de l'Europe, jusqu'à l'océan Atlantique. Autant dire que ce radar est l'un des piliers du dispositif nucléaire russe qui, avec d'autres installations de ce type, joue un rôle existentiel dans la sécurité stratégique de la Fédération de Russie. Le sénateur russe et ancien chef de l'agence spatiale Roscosmos, Dmitry Rogozin, a réagi à ce développement en notant que bien que l'on puisse imaginer qu'un Ukrainien soit derrière tout cela, en réalité, c'est Washington qui a engagé un bandit irresponsable pour accomplir sa sale besogne. Je cite ainsi, nous nous trouvons pas seulement au bord du précipice, mais au bord du gouffre, au-delà duquel, si l'ennemi n'est pas arrêté dans de telles actions, un effondrement irréversible de la sécurité stratégique des puissances nucléaires commencera, commente M. Rogozin sur son compte Telegram. Ainsi, dans le contexte où les Occidentaux réaffirment de plus en plus la possibilité d'autoriser l'armée ukrainienne de frapper l'intérieur du territoire russe, le monde, notamment l'Europe, est-il en phase de vivre un holocauste nucléaire? Cette possibilité est-elle plausible? Alors, pour discuter de ces questions fondamentales et essayer de trouver une ligne ou une grille de lecture et d'analyse à ce qui se passe actuellement sur le plan géostratégique, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris l'historien et géopolitologue français Émeric Choprade, ex-député européen. Émeric Choprade, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour, bonjour Kamal, et Bonjour, bonjour à tous les cher auditeurs. ami. Bonjour. Alors, Émeric Choprade, d'après donc tout le contexte dont j'ai essayé de brosser pas exhaustif, mais disons les éléments les plus importants, ma première question, est-ce que la stratégie russe consistant à s'appuyer sur les menaces nucléaires pour dissuader le soutien occidental à l'Ukraine est-elle particulièrement pertinente à ce stade du conflit? Alors, je crois que pour répondre à ces questions qui sont assez complexes, il faut les rendre simples pour nos auditeurs et il faut que nos auditeurs aient un certain nombre d'idées simples en tête. D'abord, faut avoir en tête que la doctrine nucléaire de chaque pays, que ce soit la Russie, les États-Unis ou la France, cette doctrine nucléaire, elle a été pensée pendant la guerre froide. Avec un certain type Absolument. d'armes nucléaires et avec un principe simple qui s'appelle la dissuasion que tout le monde connaît. Pour faire simple, en fait, pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS sont arrivés à une sorte de système d'équilibre. Grosso modo, ils avaient les mêmes systèmes d'armes nucléaires, à peu près, des missiles balistiques à tête nucléaire à longue portée, et ils se dissuadaient parce qu'il y avait une symétrie entre les États-Unis et la Russie. Et comme ils ont eu rapidement la capacité de faire sauter chacun plusieurs fois la planète avec des milliers de missiles, ils ont commencé à discuter, parce que tout ça coûtait cher, évidemment, et c'est tout l'arsenal des traités de désarmement qui s'est mis en place pendant la guerre froide et dont nous avons hérité aujourd'hui avec toutes ces limites qu'on va voir. Mais ils ont aussi discuté sur le fait qu'il fallait pas déséquilibrer la symétrie en place par des capacités de bouclier antimissile. Et là, il faut que les auditeurs comprennent que ce sont les Américains qui ont commencé à introduire une sorte de déséquilibre dans les relations internationales et la dissuasion stratégique nucléaire, parce que les Américains n'ont pas respecté ce principe. Pendant les années 70, en fait, il y a eu la constitution d'un mouvement de pensée qui s'appelait les néoconservateurs et qui s'est introduit au sein du département de défense américain, qui a développé ces idées. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils pensaient? Ils pensaient que l'équilibre nucléaire était très mauvais parce que ça empêcherait les États-Unis à terme de transformer le monde à leur image et selon leurs intérêts. Et donc, les néoconservateurs ont développé des doctrines nouvelles, qu'on appelle doctrines de frappe préventive, par exemple, d'intervention préemptive,
Et ils ont poussé l'idée qu'il fallait développer des capacités de bouclier antimissiles pour les États-Unis et pour leurs alliés pour affaiblir la dissuasion nucléaire russe et pour affaiblir aussi d'autres pays. Alors, en fait, officiellement, ils essayaient de faire croire aux Occidentaux que la cible, c'était l'Irak de Saddam Hussein, l'Iran, la Corée du Nord, ce qu'ils appelaient l'axe du mal, etc., tous ces pays, mais en réalité, l'idée pour eux, c'était d'abord et avant tout d'affaiblir la dissuasion nucléaire stratégique russe et aussi, ils visaient déjà la Chine à cette époque-là, c'est-à-dire au début des années 2000, à la fin de la guerre froide et au début donc du Nouveau Monde. Souvenez-vous, Kamal, sous Reagan, il y avait cette histoire de Star Wars, qui était déjà Absolument, ouais. cette logique-là. Alors ça a été, on le sait, une grosse opération de bluff. Ça n'a pas été développé, mais le but était d'épuiser le complexe militaro-industriel soviétique pour leur faire croire que les États-Unis sortaient de la dissuasion. Mais après la chute de l'URSS, ils ont commencé à développer des capacités de bouclier antimissiles. Et c'est pour cela que les Russes et les Chinois se sont dit, bon, comment fait-on maintenant pour préserver ce principe de dissuasion nucléaire? On n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre choix, nous les Russes et les Chinois, que d'améliorer notre épée. Si l'adversaire a une épée plus un bouclier, nous, on doit avoir une épée plus performante. C'est très simple. Et l'épée performante chez les Russes et les Chinois, mais surtout les Russes, parce que c'est eux qui ont l'avantage largement sur les Occidentaux et aussi sur les Chinois pour le moment, eh ben, ce sont les missiles hypersoniques. Les Absolument. Russes ont développé des capacités de missiles hypersoniques, c'est-à-dire plus performants que les autres pour justement pouvoir compenser les logiques de bouclier antimissile, de défense antimissile développées par les Américains. Alors, je reviendrai, hein, je pense qu'on aura l'occasion dans Oui, tout notre absolument, entretien, absolument. Kamal, Oui, de développer ces questions de missiles hypersoniques russes. C'est très important. J'y reviendrai, j'insisterai, je donnerai quelques détails. Mais, d'accord. mais je voudrais dire aux auditeurs qu'il faut qu'ils comprennent donc que les doctrines nucléaires classiques et l'arsenal de traités antiproliférants qui allaient avec sont en fait dépassés. Ils sont désuets. On vit dans un monde où le progrès technologique en matière de capacité d'armes et aussi tout ce que les Américains ont fait a rendu caduque, désuet ce système. Et c'est D'accord, dans ce monde-là qu'on est aujourd'hui. Et d'accord. donc, ça veut dire que j'arrive là à votre question précisément, puisque vous me demandez, Kamal, si la stratégie russe, Ouais. qui consiste à s'appuyer sur les menaces nucléaires pour dissuader le soutien occidental, est pertinente. Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de frontières nettes quant à l'objet de la dissuasion entre le nucléaire et le conventionnel. De la même façon que de mêmes vecteurs, les vecteurs, ça peut être des missiles balistiques, des missiles de croisière, des missiles Mhm. hypersoniques, sachant qu'un missile hypersonique peut lui-même être un missile balistique ou de croisière, hein. Je Oui, rappelle à nos auditeurs les différences, hein. Le missile balistique, il a un lanceur, comme une fusée. Il est ouais, ouais. propulsé et puis il va suivre une trajectoire parabolique. Il peut être de courte, de moyenne, de longue portée, mais c'est sa trajectoire et il monte très très haut. Le missile de croisière, lui, il est propulsé par un moteur de jet en fait. Mhm. Il a un moteur, il a Et une c'est des vitesse missiles de constante. précision. Et c'est des Voilà, mais missiles de surtout, précision, surtout. absolument, Kamal. Mais il a une vitesse, le missile de croisière, lui, il a une vitesse constante et une trajectoire qui peut être très basse Mhm. altitude. Il peut être juste au-dessus. Émeric Choprad, je vous laisserai encore reprendre votre développement qui est très très intéressant. Mais Mhm. c'est une question de temps, vous connaissez Bien sûr, bien les sûr. entretiens. Et j'aimerais d'abord vous poser la deuxième question, après je vous laisse continuer votre développement. Alors en D'accord. septembre, Volodymyr Zelensky, donc il s'est rendu aux États-Unis, nous l'avons tous vu, donc pour présenter son plan victoire, entre guillemets, qu'il Mhm. dit aux décideurs américains qui, selon lui, impliquerait donc de nouvelles mesures rapides et concrètes de la part des alliés et partenaires stratégiques d'ici la fin de décembre. Il servirait donc de pont. Donc, il pense pouvoir balancer un peu ce qui se passe sur le terrain et servirait de pont vers le cycle de négociation de paix. Voilà. Donc, mais l'une des décisions donc, les plus influentes sur la guerre
nous serons tous d'accord bien qu'elle ne viendra pas de Kiev, et ça nous le savons depuis le début du conflit, mais de Washington et de ses alliés de l'OTAN. Et quant à savoir si l'Ukraine lancera des frappes à longue portée sur le territoire russe, comme les aérodromes, les installations de production d'énergie, en utilisant des armes de fabrication occidentale, et puis la question des frappes à longue portée a suscité donc une controverse, même parmi les alliés de l'OTAN, qui ne sont pas tous d'accord, et heureusement d'ailleurs, en raison des risques potentiels d'escalade et de représailles russes. Donc, moi, ma question par rapport à tout le développement intéressant que vous avez fait dans la première question, le risque d'utilisation, Émeric Choprad, d'armes nucléaires en Ukraine doit-il être pris au sérieux? Alors, en effet, la question qui se pose aujourd'hui, vous l'avez dit Kamal, c'est que les Ukrainiens peuvent être autorisés à utiliser des missiles de fabrication occidentale pour frapper en profondeur sur le territoire russe. Il Mhm. s'agit de frappes qui sont de missiles qui ont des têtes conventionnelles, mais qui frapperaient en profondeur soit des populations, soit des installations critiques russes. Donc, c'est évidemment pas une question légère pour les Russes. Alors, quel type de missile déjà? Il faut avoir en tête, il y a le missile attaque américain, qui est un missile balistique tactique, 300 Mhm. km de portée. On parle beaucoup du Storm Shadow, dont Ouais, le ouais. nom est scalp en français, qui est franco-britannique, qui a une portée de 250 à 560 km, qui est un missile de croisière air-sol. Donc tout, et puis on parle, et c'est très important, du potentiel transfert par les Allemands du Taurus, qui lui a une portée de 500 km et qui peut être encore plus dangereuse d'une certaine manière. Donc ces Mhm. trois types de missiles, plus des lanceurs, je ne veux pas détailler, mais IMAR, M278, etc., tous ces armements, si les Occidentaux autorisent les Ukrainiens à frapper le territoire, eh ben, les Russes doivent réfléchir aux représailles. Alors, quelles représailles ils ont? Je résume très simplement. Leur doctrine nucléaire, c'est une doctrine qui est, il faut comprendre ça, il faut que les auditeurs comprennent que la doctrine nucléaire russe classique, elle est construite autour de l'arme nucléaire. Les forces armées russes mettent la dissuasion nucléaire au cœur de leur doctrine de défense. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne répondent qu'avec du nucléaire, hein, ils ont aussi des réponses conventionnelles, mais le nucléaire, c'est très important. Euh, Ça veut dire qu'aujourd'hui, les adaptations qui ont été faites par le président Poutine et qui ont été annoncées, qui, à mon avis, sont plus d'ailleurs une explication de texte de la doctrine nucléaire classique qu'un véritable changement. Ce que dit Poutine, il dit, écoutez, à partir du moment où il y a un conjoint dans cette affaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement l'Ukraine qui nous frappe, mais il y a la main de l'Occident derrière, on va considérer que ce sont les deux ensemble qui nous frappent. Et donc, si ces frappes sont conventionnelles, et donc les frappes d'un État non nucléaire, l'Ukraine, aidé par une puissance nucléaire, les États-Unis, la France ou la Grande-Bretagne, on peut considérer qu'en fait, on a une puissance de nature nucléaire qui nous frappe, qu'elle nous frappe de manière conventionnelle, mais si c'est de nature à endommager nos infrastructures critiques ou à poser des torts très lourds à notre population, nous nous réservons plusieurs solutions. Alors, concrètement, ça veut dire, c'est quoi les solutions? Ça veut dire pour moi, il n'y a plus de frontière entre le nucléaire et le conventionnel, plus vraiment. Il peut y avoir une réponse de nucléaire limitée. Par exemple, une charge de faible puissance sur un théâtre On appelle le militaire en nucléaire Ukraine, tactique. Le nucléaire nucléaire tactique en tactique, voilà. Ukraine. Premier type de réponse, nucléaire tactique en Ukraine. Deuxième type de réponse, puisque le responsable de la frappe est considéré, le co-responsable est occidental, la Russie peut aussi décider si son infrastructure qui a été frappée est importante ou si les dégâts humains sont importants, qu'elle a le droit d'exercer une représaille de type, par exemple, conventionnel, c'est-à-dire que la charge sera conventionnelle, sur un missile hypersonique qui va aller frapper en Angleterre ou en France une usine d'armement, par exemple, ou une infrastructure critique équivalente de ces pays. C'est ça que veut dire le changement dans la doctrine. Mhm. C'est le signal qui est envoyé, ne vous sentez pas protégé parce que hypocritement vous vous mettez à l'abri des Ukrainiens derrière eux.
nous vous considérons comme co-responsables et donc nous réservons dans notre panoplie de réponses qui est large la possibilité de calibrer cette réponse avec notre arsenal nucléaire et non nucléaire et notre panoplie de missiles balistiques, de croisières, hypersoniques, etc. Vous voyez, Kamal, c'est la Oui. diversité possible des réponses. Mhm. Et ça, c'est évidemment de nature à poser un problème. Alors, est-ce que on est pour autant dans l'apocalypse nucléaire? Pas forcément. Regardez ce qui se passe entre Israël et l'Iran. On peut Oui, tout à oui. fait avoir une confrontation équivalente du type frappe de missile contre frappe de missile, puisque le territoire russe est frappé. Les Russes commencent à frapper aussi les territoires occidentaux avec des missiles sans charge nucléaire, mais qui font des dégâts importants. Et évidemment, vous imaginez à quel point ça secouerait l'opinion publique en France ou en Grande-Bretagne qu'on se réveille un matin. Mais aussi, c'est une dynamique d'escalade, Émeric Choprade, qui peut être enclenchée, même si je suis tout à fait d'accord avec vous, personne n'est fou pour aller se précipiter et appuyer sur le bouton nucléaire. Mais même l'utilisation et en frappant d'autres pays, ça, c'est une escalade qui peut ramener justement la question de l'utilisation du nucléaire très rapidement sur la table. Absolument, Kamal, vous avez raison. D'ailleurs, dans la doctrine nucléaire classique, avant même les annonces de Vladimir Poutine, il y avait une notion de escalate to desescalate, c'est-à-dire Mhm. l'escalade Pour pour arrêter désescalader. l'escalade. Ouais, pas Et arrêter. c'était notamment la possibilité de l'utilisation du nucléaire tactique. Mais c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a eu des changements technologiques, ça change tout dans la façon d'appréhender la dissuasion nucléaire. Mhm. Quand vous avez un missile hypersonique, la définition, c'est sa vitesse est supérieure au moins à 5 Mach, Mach 5. Max 5, ouais. 5 fois la vitesse du son, d'accord? Et un missile comme avant-garde de russe, hypersonique, il peut atteindre une vitesse de 32 000 km à l'heure. C'est considérable. Donc, c'est Ouais, Mach ouais, 20 jusqu'à Mach 27. Bon. à peu près, ouais. Quand vous avez un missile qui va aussi vite, que en plus ce missile hypersonique, il peut être monté sur un lanceur ICBM, c'est-à-dire un lanceur de missiles nucléaires classiques. Et s'il part, on ne sait pas ce que c'est en fait. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Si ce missile part, à moins que les Russes ne disent que rassurez-vous, ce n'est qu'un missile conventionnel qui va arriver, c'est pas une tête nucléaire. Il a les mêmes apparences quand il part que un tir d'ICBM nucléaire classique. Mhm, mhm. En plus, en plus de sa vitesse, il est hyper manœuvrable, donc sa trajectoire n'est pas prévisible, donc l'adversaire ne peut pas prévoir la cible. Alors que dans un missile nucléaire, avec un missile nucléaire classique stratégique, il a une trajectoire parabolique bien définie. À partir de son point de départ, on peut déterminer ce que sera sa cible. Donc, ce que je veux dire par là, vous comprenez, Kamal? Oui, 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 C'est que là où ça devient extrêmement dangereux, c'est que c'est imprévisible. Et sauf absolument. à ce que les adversaires communiquent entre eux en disant vous inquiétez pas, on a proportionné notre réponse, on n'est pas en train de faire sauter New York, c'est une de D'accord. c'est une de vos D'accord. bases. Le 21 février 2023, dans son discours adressé donc au Parlement russe, Vladimir Poutine a annoncé sa décision de suspendre la participation de la Russie au dernier traité. Mais vraiment, c'est le dernier traité, l'alliance aux États-Unis relatif au contrôle et au désarmement nucléaire. C'est le New START. Donc, les trois Ouais. raisons avancées par le chef de l'État russe, justifiant sa décision, sont la défaite stratégique de la Russie voulue par les élites politiques occidentales et l'OTAN, deux, l'implication de l'OTAN dans le conflit en Ukraine et dans des frappes contre des bases de l'aviation stratégique russe, donc où sont stockées des armes nucléaires, et la troisième, la nécessité que le Royaume-Uni et la France intègrent également ce traité, étant donné qu'ils sont membres de l'OTAN et bénéficient donc de fait du parapluie nucléaire américain. Et je peux rajouter aussi que donc, dans la vision stratégique et géopolitique américaine, les traités de non-prolifération
nucléaires, les TNP, salués donc par les médias comme une avancée vers une paix pérenne, ne sont que en réalité des accessoires rejetés dès qu'ils interfèrent avec les objectifs de l'Empire. Donc, et nous rappelons que George Walker Bush, il s'est retiré de ce traité-là et du traité anti-balistique de mai 1972, du FNI. Euh, c'est Donald Trump en 1900. Le FNI, donc euh, c'est le traité aussi des armes nucléaires à portée intermédiaire de 1987. Donc, il y a quand même un contexte qui fait vraiment peur. C'est le fait, justement, les gens, on est en train de rentrer dans une phase où les gens ne se parlent plus. Il n'y a plus rien qui les retient les uns vers les autres. Et alors, dans ce contexte, ce genre d'attaque sur les radars russes, d'alerte précoce, est-ce que ce n'est pas justement un pas ferme vers l'abîme nucléaire? Et si les Russes et les Chinois ne sont certainement pas dupes de ces tactiques américaines, tantôt on avance, tantôt on fait marche arrière, alors est-il légitime justement de penser que Washington, elle, lui aussi, donc réfléchit à l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine? Alors, d'abord sur la question des traités, puisque vous avez rappelé que petit à petit, tous ces traités qui visaient enfin, qui permettaient de discuter et puis de limiter et de s'entendre, tout ça est en train d'être déchiré, c'est clair, mais c'est pas nouveau. Et le principal responsable de cette sortie des traités, ce sont les États-Unis, puisque comme je l'ai rappelé dès le départ, les États-Unis ont tout fait pour sortir de la situation d'une dissuasion nucléaire stratégique équilibrée, symétrique avec leur logique de défense antimissile. Et donc aujourd'hui, ils peuvent accuser la Russie de sortir, mais à la limite, ils ont commencé les premiers à le faire, et c'est eux qui ont déchiré cet ordre international stratégique. Et logiquement, donc, les Russes et les Chinois ont dû développer des capacités hypersoniques pour pouvoir renforcer leur capacité de dissuasion, en fait, pour pouvoir maintenir leur dissuasion comment dire, atténuer le problème des défenses antimissiles. Alors maintenant, vous parlez des attaques contre les radars d'alerte précoce russes. Et vous avez dit, vous avez rappelé qu'au mois de mai, il y en a eu deux. Alors ces attaques sont, il faut être précis, ce sont effectivement, c'est un exemple d'attaque contre une partie d'installation nucléaire parce que ce sont les systèmes d'alerte précoce qui permettent de détecter les tirs de missiles nucléaires. Et donc les Ukrainiens ont frappé ça avec des drones de manière conventionnelle, mais n'empêche qu'ils se sont attaqués aux installations, à des installations critiques qui sont des installations nucléaires. Donc on voit le caractère complètement insensé, irrationnel de l'action des Russes, pardon, des Ukrainiens. Ukrainiens soutenus par les Américains, parce que quand même, pour aller toucher aux installations nucléaires, même s'ils n'ont pas bombardé directement les missiles eux-mêmes, en s'attaquant au système d'alerte, c'est complètement inconsidéré. Et là aussi, les Russes, ils pourraient tout à fait considérer que toucher à des installations nucléaires s'assimile à une forme d'attaque de type nucléaire. Ils pourraient bâtir une réponse avec une dimension nucléaire, par exemple le nucléaire tactique, ou bien ils peuvent considérer, selon leur nouvelle doctrine, que c'est une attaque conjointe ukraino-occidentale sur une infrastructure critique et donc qu'ils ont droit de frapper en réponse avec des missiles hypersoniques des infrastructures critiques de l'OTAN. Par exemple, ils pourraient frapper les systèmes d'alerte aussi de l'OTAN Mhm. euh, en Europe centrale ou les Ouais, ouais. défenses antimissiles positionnées en Europe centrale. Donc, comme vous l'avez dit, nous sommes dans une logique d'escalade insensée. On ne sait pas où ça peut s'arrêter. Ça peut aller jusqu'au à l'apocalypse, qui serait évidemment les échanges de tirs de missiles stratégiques ICBM à tête nucléaire. Mais avant cela, et ce serait quand même très grave, même avant cela, on pourrait assez rapidement avoir des frappes réciproques de missiles, hypersoniques ou non, à tête conventionnelle, pouvant faire des dégâts considérables dans des villes sur des infrastructures critiques des pays occidentaux comme de la Russie. Mhm. Donc, le comportement des Occidentaux est totalement irresponsable dans cette affaire. Irresponsable parce qu'ils jouent avec le feu
Et en plus, ils n'informent pas leur population qu'ils jouent avec le feu. Parce que je suis convaincu, moi, en tant que Français, que les Français dorment sur leurs deux oreilles en pensant que ils ne font pas la guerre à la Russie, alors que, en réalité, malheureusement, ils la font. À partir du moment où on donne la possibilité d'envoyer des missiles occidentaux en profondeur sur le territoire russe, on fait la guerre à la Russie. Et D'accord, donc, les peuples européens ne sont pas informés de ça, et c'est extrêmement grave parce que les conséquences peuvent être immenses. d'accord. Pour continuer dans le développement très intéressant que vous avez fait durant toute la première partie, alors on arrive maintenant un peu à ce qui est à l'origine du déclenchement du conflit en Ukraine. Donc, on a Washington a déployé en Roumanie les missiles intercepteurs de son bouclier qui est censé donc, d'après les Américains, protéger les alliés européens. Chose que vous avez déjà effleurée durant la première partie. Alors Moscou, pour sa part, considère qu'il entame la crédibilité de ses forces stratégiques et notamment celle de sa capacité de deuxième frappe. Donc, dans ce contexte, ces dernières années, la Russie, donc évidemment, a mis l'accent sur le développement d'armes supersoniques et hypersoniques, censées notamment lui conférer la capacité de mettre en échec le bouclier antimissile américain. Donc, ainsi, le système avant-garde désigne une tête nucléaire capable de mettre en œuvre un planeur hypersonique à la trajectoire difficilement prédictible et qui peut atteindre une vitesse allant jusqu'à Mach 20, c'est-à-dire 20 fois la vitesse du son. Donc, cette tête est elle-même montée sur un missile intercontinental balistique de type Sarmat. Donc, la Russie a-t-elle les moyens d'infliger une défaite stratégique à toute puissance tentée par une guerre nucléaire avec elle? Et, et juste, il y a aussi un autre élément qui a donc qui a alimenté un peu la peur des autorités, notamment militaires russes, c'est le fait que ce bouclier antimissile qui est partagé entre la Turquie, la Turquie, les radars en Roumanie, Turquie, mais il y a les missiles, je crois que actuellement en Pologne, c'est que ils disent que c'était un bouclier défensif. Mais on sait très bien que si les Russes décident de faire une attaque à saturation, par saturation, c'est-à-dire envoyer beaucoup de missiles en même temps, ces boucliers antimissiles n'auront aucun effet. Nous le voyons déjà actuellement en Israël, que ce soit par les missiles que le Hezbollah lance ou les Iraniens lancent. Donc, ce qui fait peur justement, parce que ce bouclier antimissile, c'est des systèmes qui sont chers, euh, ce que pensent les Russes, ils se disent, il est impossible que les gens, que les Américains ou que l'OTAN n'aient pas pris ce calcul en considération. Donc, ce qui leur fait peur, c'est de ce qu'il y ait un moyen de transformer ce bouclier qui est censé être défensif en bouclier en utilisant des missiles offensifs. Et là, si cela donc advient, les missiles qui seront lancés donc de l'Europe centrale atteindront Moscou en 2 minutes. Est-ce que donc ma question, donc vous voyez un peu comment vous pouvez un peu décortiquer cette question-là. Absolument, absolument, Et absolument. puis, est-ce que la Russie justement a les moyens d'infliger cette défaite stratégique? Alors, je pense, bon, il y a beaucoup de spéculations sur les armes en développement, etc. Moi, je vais revenir à des choses concrètes et qui existent aujourd'hui. Mhm. Aujourd'hui, la Russie est le pays leader dans le développement des armes hypersoniques. C'est le seul pays qui est vraiment en termes, au niveau opérationnel, c'est-à-dire que ces armes fonctionnent. Les autres sont en développement. Alors, les Chinois aussi ont des capacités, mais le monde occidental, il est en développement. Les Américains sont sur certains armements en phase de ce qu'on appelle du développement avancé, mais c'est toujours des phases de test. Alors que les Russes, ils disposent de trois missiles qu'il faut connaître, nos auditeurs doivent les connaître. Donc je rappelle hein, que ces Mhm. missiles hypersoniques sont des missiles qui ont une vitesse supérieure à Mach 5, 5 fois la vitesse du son, et parfois très très supérieure comme on va le voir, et qui en plus ont une manœuvrabilité, c'est-à-dire ils peuvent changer de trajectoire
est extrêmement désarmant en termes de prédiction. On peut pas prédire leur cible. Et les Russes donc disposent du missile avant-garde. Le missile avant-garde, c'est un véhicule planant hypersonique qui peut atteindre une vitesse, tenez-vous bien, de 20 à 27, Mach 20-27. Ça veut dire entre 24 000 à 33 000 km heure. C'est Alors, ouais. considérable, quoi. Par Mhm. comparaison, aujourd'hui, les Américains, ce qu'ils développent, c'est 6 000 km heure. Vous voyez la différence. Donc, ils sont très, très en dessous en vitesse. Alors, le missile avant-garde, lui, il est lancé par un ICBM, c'est-à-dire un missile balistique intercontinental tels qu'on se les imagine pour la force de dissuasion nucléaire classique, hein, les bons vieux missiles de la guerre froide qui sont des missiles à longue portée. Et ensuite, une fois qu'il est parti, bah, il va vivre sa vie, il va manœuvrer dans l'atmosphère à des vitesses extrêmement élevées, ce qui le rend difficile à intercepter par les systèmes de défense actuels. Il a une portée de plus de 6 000 km, donc longue portée, et il est effectif, il est opérationnel hein, depuis 2019. Ensuite, Mhm. vous avez chez les Russes le missile Kinzhal, qui lui est un missile, cette fois-ci il est opéré par les avions, puisque c'est un missile balistique hypersonique aéroporté, donc c'est un avion qui va le tirer. Mhm. Il peut être lancé par un MiG-31 par exemple, un MiG-G31, ou des bombardiers, et il va frapper des cibles terrestres maritimes à grande distance. 2000 km de portée déployés depuis 2018. Et le Mhm. troisième, c'est la dimension maritime. Vous voyez qu'il y a le terrestre avec le avant-garde, Mhm. ICBM terrestre, l'avion c'est Kinzhal, et puis le sous-marin ou le navire, c'est le missile Zircon, qui est aussi un missile de croisière hypersonique, Mach 8-9, donc autour de 10 000 à 11 000 km heure, et qui a une portée de 1000 km. Ces trois missiles, Kamal, donnent une supériorité stratégique évidente aux Russes, car leurs adversaires ne les ont pas. Donc, Mhm. quand vous me demandez, vous me posez la question, ont-ils la capacité, les Russes, aujourd'hui, d'infliger une défaite stratégique à leurs adversaires? Je réponds oui. Oui, par leurs capacités hypersoniques qui sont connues des Occidentaux. Sans aller vers la guerre nucléaire, la Russie a la capacité de montrer à l'Occident qu'il faut s'arrêter en Ukraine et qu'il n'existe pas de possibilité de gagner la guerre contre la Russie, sauf justement à détruire nucléairement la Russie, ce qui reviendrait à s'autodétruire soi-même. En Ouais. clair, donc, par la folie, l'irrationnel, Et puis, il y je... a une chose aussi, Émeric Choprade, qui revient euh, dans la bouche de beaucoup d'analystes sérieux, c'est-à-dire c'est que ces missiles hypersoniques rendent aussi les porte-avions caducs et tout ce qu'ils peuvent porter, toutes ces îles-là qui circulent dans toutes les mers et dans les océans, parce que c'est Absolument, à Kamal, très vous avez grande raison. portée, à vitesse, ça veut dire Ouais. qu'avec ces missiles hypersoniques, la Russie a bien les capacités de les couler, même avant qu'ils quittent leur porte Absolument. Vous d'attache savez, aux États-Unis. le porte-avions est un outil militaire très important, un outil stratégique, un outil de projection. Il permet de projeter des forces très loin. Les Américains ont 12 porte-avions, c'est considérable, ça fait partie de leur présence mondiale, mais aujourd'hui, c'est clair que le porte-avions est hyper vulnérable. C'est un objet lent, peu véloce donc, et qui s'expose à Voilà. ces missiles hypersoniques que les Chinois ont. Parce qu'aujourd'hui, les Chinois, ils peuvent empêcher les porte-avions américains de s'approcher trop des côtes chinoises, justement, parce qu'ils peuvent être détruits très, très rapidement. Donc oui, encore une fois, vous savez, les changements stratégiques découlent des changements technologiques et des progrès technologiques. Et j'insiste sur le fait, et c'est ça que moi je ne comprends pas de la part des Occidentaux, de jouer avec le feu. Pourquoi jouent-ils avec le feu comme ils le font, alors qu'ils savent que la Russie et je parle même pas du nucléaire, je parle même pas de la capacité de ce que les grandes puissances puissent s'anéantir mutuellement, ce que personne ne veut, je suppose. Je parle juste de cet Inch'Allah, avantage. comme on dit. Je- Inch'Allah, nous exactement. l'espérons tous qui sont un Ouais, minimum rationnels et qui vont ouais, mais éviter c'est à pas sûr. l'humanité un sort. On en parlera peut-être, mais dans l'histoire et la géopolitique, ça n'est pas que de la rationalité. Il y a aussi de l'irrationalité dans l'homme.
et du messianisme, hein, de l'eschatologie, des visions parfois religieuses aussi apocalyptiques, on pourra en parler. Mais donc, pour revenir à la question précise que vous m'avez posée, à savoir la Russie a-t-elle les moyens d'infliger une défaite stratégique à toute puissance tentée par une guerre nucléaire avec elle? La réponse est oui, avec ses missiles hypersoniques elle peut pousser l'Occident à commencer à réfléchir et à se dire il faut arrêter, trouver une solution négociée à la crise ukrainienne. D'accord. Alors, là, ici aussi, j'aimerais rappeler, enfin, poser une question sur quelque chose de très important que vous avez évoqué dans la première partie. Et c'est en fait le changement de la doctrine nucléaire américaine introduite par les cercles néoconservateurs et qui autorise donc une frappe préemptive, c'est-à-dire une frappe d'utiliser l'arme nucléaire en première frappe. C'est absolument gravissime parce que là, avant la politique de la dissuasion, c'était qu'on utilisait l'arme nucléaire quand on voit que l'État-nation est menacé dans son existence, quand on voit qu'il y a une attaque qu'on ne peut pas faire reculer ou arrêter avec les armes conventionnelles. Mais là, c'est en première frappe et préventive en plus. C'est-à-dire que si les Américains soupçonnent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête et qui veut attaquer, ils se donnent le droit de le frapper avec l'arme nucléaire. Alors, lors de son mandat présidentiel, George Bush, Walker Bush, je parle, c'est George Bush Jr., euh, change la posture nucléaire justement américaine et autorise le recours aux armes nucléaires en première frappe préventive, mettant ainsi donc fin à la doctrine de dissuasion. Et cette nouvelle doctrine a été rappelée sans équivoque fin septembre 2016 par le secrétaire à la défense de Barack Obama, Ashton Carter, qui déclare à la base aérienne de Kirtland dans le Nouveau-Mexique que, je le cite, c'est notre doctrine, c'est-à-dire cette nouvelle, maintenant. Et nous n'avons aucune intention de changer cette doctrine. Donc quand on voit que la gauche et la droite sont d'accord sur ce genre de choses, c'est que c'est tout l'État profond américain qui a mis donc cette doctrine sur la table. Et alors ma question, dans le contexte justement de la décision prise par le président russe Vladimir Poutine et le possible retour aux essais nucléaires de part et d'autre, à votre avis, le monde dans ce cas, est-ce que ce n'est pas justement la porte ouverte à cette éventualité, à Dieu ne plaise, de l'Armageddon nucléaire? Alors, vous avez parlé de George W. Bush et vous avez raison, c'est important parce que c'est précisément le président qui a vu le triomphe des néoconservateurs. C'est là que tous les néoconservateurs, qui étaient Absolument, oui. une des tendances, qui est à la fois de gauche et de droite en fait, parce que dans néoconservateurs, il y a conservateurs, donc on se dit ça doit être plutôt des gens du côté des républicains. Mais en fait, c'est complètement différent. Ce sont des gens qui veulent Ouais, qui ouais. sont des idéologues qui veulent transformer le monde et qui ne veulent aucun obstacle face à leur volonté de regime change, de changement de régime, d'exportation de l'idéologie américaine et de ses intérêts. Et ce sont ces gens-là qui ont développé justement l'idée qu'il fallait sortir de la dissuasion nucléaire classique qui s'équilibre par symétrie et qui ont développé ces idées de bouclier antimissile, de guerre préemptive, de frappe nucléaire préemptive, toutes ces idées-là, parce qu'en fait, ce sont des idées expansionnistes. Ce sont les idées de gens qui se disent, il n'y a aucune raison qu'aucune puissance puisse qu'une autre puissance puisse nous dissuader et nous arrêter dans notre élan de transformation du monde. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. C'est pas forcément ce que pense justement un Trump. Trump, peut-être, est quelqu'un qui est revenu à une logique plus classique en disant, en acceptant qu'il y ait des puissances, en acceptant qu'il y ait la multipolarité, en acceptant que la Russie puisse aussi avoir le droit d'avoir ses intérêts vitaux protégés et son espace régional protégé, et quelqu'un de plus pragmatique à l'ancienne qui se dit, arrêtons de vouloir transformer le monde et de vouloir s'ingérer partout et donc de développer des armements qui en fait
casse les logiques d'équilibre stratégique. Alors, pour la question de l'Armageddon nucléaire, elle pose aussi la question de la rationalité. Je parlais tout à l'heure justement de la Mhm. part de rationalité et de la part de messianisme apocalyptique. Quand vous faites de la géopolitique, vous êtes plutôt du côté de la réelle politique, des intérêts, donc du rationnel. Sauf que l'histoire, c'est plus compliqué que la géopolitique. Il y a des gens qui ont aussi dans leur tête un logiciel messianique. Aux États-Unis, ça Absolument. existe, des gens qui veulent transformer le monde. Et il y a des chrétiens sionistes qui veulent précipiter l'arrivée du grand Israël pour pouvoir convertir tout le monde après au christianisme, des gens qui ont cette logique et qui se retrouvent avec des belles cravates, des costumes et des positions avancées dans les gouvernements et dans les États et qui ensuite agissent avec leur logiciel. C'est exactement ce qu'on peut voir en ce moment en Israël. C'est-à-dire que en Mhm. Israël, il y a aussi des gens il y a les rationalistes qui se disent oui, mais alors si on a un Iran nucléaire, il peut détruire Israël, donc il faut provoquer la guerre avec l'Iran pour que l'Iran ne soit jamais un État nucléaire. Donc je pense qu'ils sont en train de provoquer une guerre avec l'Iran Mhm. volontairement, d'où ces provocations, l'assassinat de Nasrallah, etc. Et puis il y a aussi ceux qui ont un logiciel vraiment religieux et eschatologique au gouvernement avec l'extrême droite israélienne, qui pensent que de l'apocalypse sortira leur victoire. Tant pis s'il y a une apocalypse, ils y voient une victoire religieuse. Ouais. Et donc ça, malheureusement, Kamal, on ne peut pas. C'est-à-dire que ils acceptent la règle du jeu même pour eux-mêmes. C'est-à-dire que Exactement, ils exactement, intègrent l'idée qu'ils peuvent être détruits par une arme nucléaire, mais tant pis, du moment que leur projet messianique exactement. a une chance de se réaliser. C'est ça qui rend la Donc, chose dangereuse, justement. bien sûr, Kamal, et les mêmes sont en train de communiquer ou via leurs agents d'influence en Europe en parlant des fous d'Allah, que l'islam est forcément dangereux, apocalyptique, mais eux-mêmes ont ce logiciel dans la tête et on sait qu'en revanche, une immense majorité des musulmans sont des gens rationnels et qui cherchent pas à provoquer l'apocalypse dans le monde. Ils ont comme tout le monde, ils ont des familles, ils ont envie de vivre. Et ils sont croyants, bien sûr, mais ils n'ont pas envie de précipiter l'apocalypse. Sauf que la question aujourd'hui, elle est là. Moi, je pense, quand je regarde et j'essaie de prendre la hauteur sur les relations internationales, Kamal, je me Mhm. dis qu'aujourd'hui, la Russie, c'est sans doute une des puissances les plus raisonnables, les plus rationnelles en réalité. Ses dirigeants ont un sens de la proportion, un sens de la mesure que n'ont pas, à mon avis, que n'ont plus les Européens et les Américains en place, ou l'État profond américain qui gouverne derrière les marionnettes que sont Biden et Kamala Harris. Et c'est bien le problème. Donc, si Armageddon il devait y avoir, ça viendrait pour moi avant tout des États-Unis et d'une folie apocalyptique. Mais je ne crois pas que la Russie provoquerait ça. La Russie va toujours trouver des moyens. Par contre, la Russie saura se faire respecter. Je crois qu'à un moment donné, elle va siffler la fin de la récréation. Elle ne pourra pas accepter d'avoir des frappes stratégiques en Justement, profondeur sur son territoire. par rapport à ça, je voulais, vous me tendez la perche pour la question suivante. Alors, quand on consulte les documents stratégiques russes, notamment ceux de la dissuasion et de la défense, dis- euh, ces documents distinguent quatre types d'affrontements. C'est-à-dire comment le commandement russe peut aller crescendo dans l'escalade. Alors, le premier, c'est le conflit armé. Donc, guerre locale, guerre régionale et conflagration. Chacun donc de ces conflits correspond à un échelon d'escalade potentiel. Donc, c'est ça qui est très important dans la classification. Donc, un conflit armé peut ainsi dégénérer en guerre locale, puis évoluer vers une guerre régionale. Et à chacun de ces niveaux sont également associées des menaces potentielles, nucléaires ou non. Donc, qu'il convient de neutraliser afin de prévenir une escalade. Alors, ma question, dans quelle catégorie vous placeriez la situation actuelle? Est-il possible, et nous le souhaitons tous, nous y travaillons tous, d'arrêter justement cette escalade vers l'utilisation de l'arme nucléaire?
Alors, pour comprendre, pour essayer de placer ce conflit sur une échelle, je vais d'abord revenir à des mots, parce qu'il y a des mots qui sont précis. En février 2022, quand la Russie décide d'intervenir, elle parle d'une opération spéciale. Les mots sont précis. Elle parle pas de guerre, elle parle pas d'invasion, elle parle d'une opération, c'est-à-dire qu'il y a un but précis et limité. Et on connaît le but. Le but, c'était de protéger les populations russophones, c'était de contribuer à la chute de ce que j'appelle une clique d'agents américains au pouvoir à Kiev, qui est absolument pas en train de servir le peuple irakien. La preuve, on voit la catastrophe pour l'Ukraine aujourd'hui qui est par terre. Et on voit dans cet objectif aussi que l'objectif, c'était d'essayer de créer les conditions pour qu'il y ait un gouvernement raisonnable à Kiev qui puisse penser l'architecture de sécurité de manière équilibrée. Je pense à la question de l'OTAN, bien sûr, dans laquelle l'Ukraine n'a pas vocation à rentrer. Bon, donc les buts, ils étaient tout à fait légitimes et raisonnables quand Moscou a lancé cette opération spéciale. 2 ans après, on en est où? On a la preuve aujourd'hui du vrai objectif des États-Unis et de son bras armé qu'est l'OTAN. On voit que les États-Unis sont prêts, et les États-Unis, malheureusement mon pays et la Grande-Bretagne aussi, sont prêts à consommer jusqu'au dernier vieillard, jusqu'au dernier gamin des hommes ukrainiens pour épuiser la Russie et pour obtenir sa soumission à un ordre international principalement anti-chinois et qui est opposé à l'établissement de la multipolarité. Et aujourd'hui, les voies raisonnables qui existent ne sont même pas entendues. Tous les gens lucides et raisonnables, pour un minimum de culture historique, savent que la Russie ne peut pas perdre et que si elle perd, c'est une mauvaise nouvelle pour l'humanité, parce que l'humanité tout entière, ou au moins l'hémisphère nord, aura perdu en disparaissant dans un hiver nucléaire. Donc la Russie ne peut pas perdre. Et Le là, à ce scénario, titre, excusez-moi, je rappelle justement le propos que le président russe a tenu lors d'une interview quand le journaliste lui pose la question, enfin, dans le sens de de sa question, il lui dit, mais l'utilisation de l'arme nucléaire, est-ce que vous y pensez sérieusement? Est-ce que c'est une déclaration sérieuse? Parce que si vous utilisez l'arme nucléaire, c'est la fin du monde. Et là, le président russe répond, donc, à quoi bon ce monde si la Russie n'est pas dedans? C'est un voilà. monde qui ne m'intéresse pas. Exactement, mais ça veut dire aussi que dans la doctrine nucléaire russe, le nucléaire, l'utilisation du nucléaire stratégique, donc qui frapperait les villes de ses ennemis, et donc qui aboutirait à une réponse réciproque, cette utilisation, c'est ce qu'on appelle c'est une utilisation de dernier recours. Donc les Russes n'ont Mhm. jamais dit, même maintenant, qu'ils voulaient faire ça. Ce qu'ils disent, c'est que il y a des choses que l'Occident ne peut pas faire et des lignes, des frontières qu'il ne doit pas franchir. C'est pour ça que moi je pense que si l'Occident s'arrête pas et qu'il autorise là l'Ukraine à frapper en profondeur la Russie, il va d'abord y avoir une guerre de missiles entre l'Occident et la Russie. Mais pas forcément une guerre nucléaire, mais une guerre de missiles. Mais c'est très grave, Kamal, déjà une guerre de missiles. Oui. Imaginez que les Parisiens se réveillent en apprenant que en région parisienne, il y a un missile hypersonique à forte charge qui a rasé une usine entière avec des gens dedans et la banlieue autour. Donc tout ça est grave. Donc il faut que l'Occident comprenne qu'il faut s'arrêter, qu'il faut sortir du conflit, qu'il faut se mettre à la table, qu'il faut commencer à faire ce qui n'a jamais été fait depuis 1990, Kamal, c'est-à-dire accepter que la Russie a aussi des intérêts de sécurité, qu'elle a aussi le droit de ne pas avoir l'OTAN à ses portes, à ses Mhm. frontières, parce que c'est l'OTAN qui s'est étendue depuis 90, c'est pas la Russie qui s'est étendue. Et donc, c'est vraiment important qu'on le comprenne. Et puis, il faut que l'Occident comprenne que si ça va loin, la Chine entrera dans la danse. La Chine profitera de la situation pour régler le problème du séparatisme et les Occidentaux auront deux fronts d'un seul coup. Parce que je ne crois pas que si on va vers une guerre de missiles entre la Russie et l'Occident, je suis convaincu que la Chine viendra aux côtés de la Russie. Et donc le problème sera encore plus grave pour les Occidentaux. D'accord. Alors, une dernière question justement qui concerne la Chine.
Ah ben, je Alors, vous ai donné la transition, Kamal. ouais, ouais. Merci, merci. Alors, et justement, c'est une question qui n'est pas très abordée dans les médias pour que, alors qu'elle est elle est cruciale, elle est très importante. Alors, on a, Émeric Choprade, l'arsenal nucléaire chinois n'est encadré par aucun traité. Ça, il faut bien le noter et le savoir. Donc, ce qui laisse à la Chine la possibilité de produire, stocker, déployer autant de missiles nucléaires qu'elle le souhaite pour se défendre ou défendre ses intérêts. Alors, tout en opposant donc une fin de non-recevoir aux tentatives américaines de nouer un dialogue stratégique avec eux en matière de contrôle des armements, Pékin a mis à profit la dernière décennie justement pour développer sa triade nucléaire avec de nouveaux missiles maritimes, aéroportés et balistiques. Alors, Émeric Choprade, la mise en service donc, de nouvelles armes hypersoniques et l'assistance que Moscou compte fournir à la Chine en vue de la construction d'un radar d'alerte avancé, annoncé par le président Poutine en octobre 2019 lors du forum de Valdai, augure-t-elle justement d'une coopération dans ce domaine contre l'hégémonie américaine et occidentale en général? Oui, bien sûr que d'abord, la Chine, vous avez eu raison de le rappeler, Kamal, n'est pas, comment dire, corsetée ou prisonnière de traités parce qu'elle n'a pas connu cette situation équivalente à l'URSS face aux États-Unis pendant la guerre froide. Et donc, elle a pu développer de son côté son arsenal nucléaire qui était moins volumineux aussi hein, en nombre de missiles. Mais aujourd'hui, elle va aussi vers les solutions hypersoniques grâce en partie au transfert de technologie russe, hein, il faut le dire, c'est la volonté de la Russie d'aider la Chine aussi à se protéger. Alors, la coopération, elle est assez large, hein, il y a une coopération nucléaire à la fois militaire et civile entre la Chine Absolument. et la Russie. Il y a, dans le domaine de l'énergie nucléaire civile, il faut pas l'oublier, la Russie avec Rosatom, qui est son entreprise d'État hein, dans le domaine nucléaire, joue aussi un rôle majeur dans le développement du parc nucléaire chinois. Et puis, et bien sûr, il y a une coopération aussi sur les radars d'alerte avancée. Vous l'avez dit, ces radars sont essentiels pour la défense antimissile. Ils permettent de détecter les lancements de missiles balistiques intercontinentaux, donc les fameux ICBM, ou Mhm. d'autres menaces aériennes à longue portée. Et ils permettent de prévenir donc des attaques avant qu'elles n'attaquent leur cible. En 2019, le président Poutine a révélé que la Russie aidait la Chine à développer ce système de radar d'alerte avancé pour les missiles balistiques. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment significatif. Hein. Quand on est en coopération sur les systèmes nucléaires, on est dans une coopération développée. Et au fond, moi, ça me surprend pas parce que même si la Russie et la Chine ont des intérêts spécifiques aussi, ils sont confrontés au refus de la multipolarité, du monde multipolaire par les États-Unis et leurs alliés. Et donc, ils n'ont pas d'autre issue que de se rapprocher, de coopérer ensemble pour essayer de renforcer leur défense face à ce logiciel agressif sur le plan international qui est celui des États-Unis. Et voilà, donc je pense que dans les années à venir, bon, il y a déjà des manœuvres aussi navales conjointes, Russie, Chine, Ouais, il y a ouais. beaucoup de choses qui sont faites ensemble. Il y aura une façon de penser aussi conjointe la Il y a sécurité dans beaucoup de l'extérieur. justement beaucoup de manœuvres qu'ils ont faites avec un commandement intégré. Commandement Absolument. intégré. C'est, Absolument. Mais vous savez, on a vu déjà aussi quand les Américains ont développé cette idée de la lutte contre le terrorisme mondial, qui leur permettait de s'ingérer à peu près partout et qui sont projetés en Asie centrale, bah les Chinois et les Russes qui n'étaient pas dupes hein, sur les objectifs réels américains ont commencé aussi à se rapprocher en termes de coopération en Asie centrale. Et puis avec le groupe de Shanghai, etc. Et puis, donc, toutes ces coopérations qui sont politiques, diplomatiques, militaires, elles suivent leur cours, elles se renforcent. Et il est important de dire que dans le domaine des missiles hypersoniques, comme dans le domaine des radars d'alerte précoce, il y a une coopération qui est forte et qui ne devrait que s'amplifier dans les années à venir.
Donc voilà, les gens raisonnables du côté occidental et du côté américain et européen, et qui pensent au bien-être et à la sécurité de leur peuple, ils devraient, euh, comment dire, revenir à la raison et comprendre que le monde va vers la multipolarité, qu'il faut accepter l'équilibre des puissances et qu'il faut arrêter de vouloir dominer le monde, donner des leçons au monde entier et installer des gouvernements à sa solde pour déstabiliser ses adversaires. Émeric Choprade, je vous remercie vraiment pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. J'espère vous retrouver très bientôt, dans les quelques semaines à venir, dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup, cher Kamal. Merci.